Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, il y a quelques années, j'avais indiqué que le septennat en cours devait être décisif, dans la mesure où il permettrait à notre pays de poursuivre résolument sa marche vers l'émergence. J'avais précisé que cet objectif devait être érigé en véritable cause nationale, notamment à travers notre engagement collectif à rétablir la sécurité, à conforter notre croissance économique et à améliorer ostensiblement les conditions de vie des Camerounais. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, nous voici parvenus à la fin de l'année 2024, une année qui a confirmé la mauvaise santé de notre pays et de notre société. Même les plus fanatiques du régime en place constatent et commencent à admettre que le Cameroun est sur une pente dangereuse à tous égards. Chacun de nous le ressent sur lui-même, dans sa vie quotidienne et par rapport aux perspectives d'avenir du pays. Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, l'année 2024 s'achève et notre plus grand espoir est qu'elle emporte avec elle le pouvoir en place qui a plongé le Cameroun dans une misère et une pauvreté sans précédent. Le rêve et l'espoir de 1982 se sont transformés, 43 ans après, en énormes cauchemars et déceptions. Il faut donc stopper tout de suite la tragédie. Alors que 2024 touche à sa fin, le Cameroun entre dans une année décisive, une année où tout peut basculer. L'élection présidentielle d'octobre 2025 s'annonce comme une véritable bataille pour l'âme du pays. Ce 31 décembre, 3 figures dominantes de la scène politique prennent la parole, chacune avec ses forces, ses failles et une vision tranchée de l'avenir. Paul Biya, le vieux lion, s'accroche à son héritage et joue la carte de la continuité. Maurice Kamto, l'opposant incisif, brandit le flambeau du changement et radical. Cabral Libi, l'étoile montante, incarne l'espoir d'une jeunesse désabusée. 3 candidats, 3 styles, mais une seule ambition, convaincre une nation divisée et en quête de renouveau. Un regard rétrospectif sur les années qui se sont écoulées depuis lors permet de constater que des avancées considérables ont été accomplies dans chacun de ces domaines. La sécurité, condition essentielle du progrès économique et social, a été et reste au centre de nos priorités. Grâce à l'action conjuguée de nos forces de défense et de police, des autorités administratives et des populations, notre pays est resté stable, malgré un environnement international particulièrement troublé. Il me suffit de relever que la situation sécuritaire de notre pays ne s'est pas améliorée de façon significative. Le conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest étant toujours non résolu et les attaques meurtrières de la secte criminelle Boko Haram ayant repris de plus belle. Que nos performances économiques sont loin derrière celles de pays de niveau comparable en Afrique, cependant que notre endettement public ne cesse de s'aggraver et à des taux d'intérêt quasi usuraires pour des investissements invisibles ou inachevés à date, mettant ainsi un lourd fardeau sur les épaules de nos enfants qui devront payer pour notre légèreté et nos malversations. Chers compatriotes, nous assistons au chaos lent, au spectacle désolant des membres d'un même gouvernement, des militants d'un même parti politique qui s'opposent et s'affrontent à cause de leurs échecs qui ont plongé notre pays dans une situation de délabrement avancé. Ils n'arrivent plus à masquer les scandales qu'ils ont créés et entretenus eux-mêmes. Scandale dans la construction des stades,
plus de 300 milliards volés. Scandale dans la lutte contre le Covid, près de 1000 milliards détournés. Scandale dans la construction et l'entretien des routes, plus de 3000 milliards volés. Scandale dans la vente de notre pétrole, près de 800 milliards volatilisés. Scandale dans l'aménagement urbain, il vaut mieux ne pas donner de chiffres. Ce pourrait être honteux pour la dame qui en a la charge. Scandale au sommet de l'État où de forts soupçons de trafic en tout genre impliqueraient les plus proches collaborateurs et la famille même du chef de l'État. À 92 ans, Paul Biya s'adresse à la nation avec une gravité qui reflète l'enjeu historique de l'instant. Depuis son bureau feutré, le chef de l'État dresse un bilan à son image, institutionnel et rassurant, mais volontairement sélectif. Derrière son ton apaisant et paternaliste se cache un message de justification. Son bilan, selon lui, est celui d'un bâtisseur, d'un gardien infatigable de la stabilité dans un monde en perpétuel chaos. Il dresse un tableau où les routes tracées, les barrages érigés et les ports modernisés témoignent de la détermination de son régime à faire avancer le Cameroun. Il loue également la résilience des forces de sécurité qu'il décrit comme un rempart face aux menaces terroristes et aux dissensions internes. Certes, quelques-unes de nos localités demeurent confrontées aux attaques lâches des groupes terroristes et à la grande criminalité. Je puis cependant vous assurer que tout est mis en œuvre pour assurer une paix durable sur toute l'étendue de notre territoire. La criminalité dans nos centres urbains et dans nos zones rurales est combattue vigoureusement par les forces de maintien de l'ordre, à qui je souhaite adresser ici tous mes encouragements. Je me réjouis tout particulièrement des progrès enregistrés dans le combat contre le groupe terroriste Boko Haram. Les opérations menées ces dernières années par nos forces armées dans la région de l'extrême nord ont permis de réduire fortement les capacités de nuisance de ces terroristes qui en sont maintenant réduits à ne s'attaquer qu'à des civils innocents. Mais cette peinture est soigneusement élaborée et parsemée des zones d'ombre que Paul Biya choisit d'ignorer. La crise dite anglophone qui continue de ravager le tissu national. Le président préfère évoquer une paix fragile sans jamais nommer le conflit qui a transformé des régions entières en zones de guerre. Les scandales de corruption qui ont érodé la confiance des citoyens envers les institutions sont également évités comme s'il n'était qu'un murmure dans le tumulte des réussites proclamées. Ce silence stratégique, bien que calculé, ne fait qu'intensifier les frustrations d'une population lassée par un régime qui semble se glorifier de demi-victoires tout en minimisant les échecs cuisants. J'observe par ailleurs que le processus de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest progresse, en dépit des atrocités commises par quelques bandes armées qui continuent leurs exactions, principalement contre la population civile. Je ne le dirai jamais assez. La cause séparatiste que ces groupes d'illuminés prétendent défendre est vouée à l'échec. Le Cameroun restera un et indivisible. C'est le vœu de l'écrasante majorité de nos compatriotes. C'est l'essence même du mandat qui m'a été confié. Et je n'y faillirai point. Mes chers compatriotes, vous savez combien je suis attaché à l'unité nationale, au progrès et à la paix. Vous êtes témoins des actions que le gouvernement mène sous mon impulsion depuis des années pour mettre un terme à cette crise sécuritaire qui affecte le développement de ces régions
et endeuille de nombreuses familles. C'est l'occasion pour moi de rappeler aux membres de ces bandes armées que la nation leur tend toujours la main. Et je les invite une fois de plus à saisir l'offre de paix qui leur a été faite et à déposer les armes. Le sort de ceux qui persistent dans la criminalité est peu enviable. Ils continueront d'être traqués sans relâche et répondront inéluctablement de leur forfait. Face à ce discours, Maurice Kamto entre en scène avec une énergie presque électrique. Si Paul Biya évoque un Cameroun stable, Maurice Kamto voit un pays à genoux, étranglé par la mauvaise gouvernance et la corruption systématique. Son bilan de l'année écoulée est implacable. Comme un couperet tombant sur les illusions du régime, il dénonce une gestion centralisée et opaque des ressources qui, selon lui, n'a fait qu'amplifier les inégalités sociales et affaiblir les institutions. Pour le président du MRC, l'année 2024 n'est pas celle des réussites infrastructurelles, mais celle d'une économie stagnante, incapable de répondre aux besoins fondamentaux d'une population désabusée, à l'image des 42 longues années de règne de Paul Biya. Que la situation scolaire est catastrophique et sur le plan social en particulier, avec une hausse continue des prix des denrées de première nécessité qui rend le coût de la vie insupportable pour nos populations, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Que l'augmentation successive des prix des carburants, sous le prétexte mensonger de la suppression des subventions de l'État, contribue à la cherté de la vie, alors que notre pays est un producteur de pétrole, si modeste soit-il. L'état catastrophique des infrastructures routières, notamment les pénuries chroniques d'eau potable et les coupures intempestives de l'électricité, qui détruisent les outils de production des entreprises, compliquent la vie des ménages et empêchent naturellement l'industrialisation du pays. Bref, le septennat volé qui s'achève en 2025 aura été véritablement un gâchis pour notre pays. Le septennat des grandes opportunités est devenu celui des grandes désillusions et de la déprime nationale. Le candidat de la force de l'expérience a disparu pour laisser place à un gouvernement de la force sans expérience, qui répand la terreur pour essayer de soumettre les Camerounais. Mal lui en prend. Le mérite, le seul de ce septennat, est de convaincre une écrasante majorité des Camerounais de la nécessité urgente d'un changement par l'alternance politique dans notre pays. Kamto ne se contente pas de critiquer, il attaque avec des exemples précis, des chiffres qui claquent comme des accusations dans une salle d'audience. Il parle des milliers de déplacés internes, victimes d'une crise anglophone que le gouvernement refuse de résoudre. Il évoque les jeunes diplômés condamnés à un chômage endémique, tandis qu'une élite politique s'enrichit dans l'impunité. Son ton est acéré, parfois acerbe, mais il résonne avec une partie du peuple qui voit en lui un messager de leur frustration et de leur aspiration. Loin de la prudence calculée de Paul Biya, Kamto choisit la confrontation frontale, ébranlant les fondations même du récit que le président de la République tente de préserver. Maurice Kamto. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, quand bien même on ne voudrait pas brosser un tableau de l'économie camerounaise pour l'année qui s'achève, il est difficile de ne pas revenir sur un grossier mensonge économique du gouvernement, soutenu par le Fonds monétaire international, consigné dans la loi de finances de 2025, à savoir la duperie de la subvention par l'État des produits pétroliers au Cameroun. Une subvention est une aide financière se traduisant par une prise en charge d'une partie du prix de revient d'un produit par l'État. L'examen de la structure des prix des carburants à la pompe ne laisse percevoir aucune trace de subvention. Le pouvoir en place et le FMI mentent donc
de manière éhontée au peuple camerounais. Le rapport mensuel le plus récent de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures indique qu'en ce mois de décembre 2024, le prix de revient d'un litre de super au port de Douala est de 369 francs CFA. Le consommateur final l'obtient à la pompe à Douala et à Yaoundé au prix de 840 francs CFA, soit plus du double du prix de revient, sachant que ce prix à la pompe est encore plus cher dans toutes les autres localités du pays avec les frais de transport. Toute subvention de l'État aurait conduit à un prix inférieur à 369 francs CFA. Mais non seulement le consommateur final paie l'entièreté du prix de revient, il paie en plus un supplément de 471 francs CFA, représentant le transport jusqu'au point de livraison et divers prélèvements de l'État. Quelle est donc la partie du prix de ce produit supporté par l'État pour qu'on parle de subvention? Dans cet affrontement entre un patriarche défensif et un opposant virulent, Cabral Libby joue un rôle d'équilibriste. Il dresse lui aussi un bilan critique de l'année écoulée, mais sans adopter le ton incendiaire de Camto. Pour Cabral Libby, l'échec du régime est évident, mais il préfère s'attarder sur les réalités quotidiennes des Camerounais. Il parle du chômage des jeunes, de l'érosion du pouvoir d'achat et des failles dans les secteurs clés, comme la santé et l'éducation. Il se veut le miroir des préoccupations populaires, décrivant un Cameroun où les écarts entre les élites et le peuple n'ont cessé de se creuser. Le Cameroun que nous appelions notre beau pays ressemble désormais aux nombreuses poubelles qui jonchent les rues de nos villes. Tout est pourri et sent tellement mauvais que même les auteurs et acteurs de cette situation se tirent dessus. Ministres, maires, directeurs généraux d'entreprises publiques, députés, chefs de délégation permanente, présidents de sections et sous-sections, militants révoltés, chefs traditionnels et élites membres du parti au pouvoir. Le chaos s'est installé chez eux et ils veulent nous entraîner dans leur chute. Notre pays est une calamité à cause d'une poignée d'individus qui bénéficient du décret du président Paul Biya et qui lui demandent 43 ans après, comme président de la République, 63 ans après de service et 92 ans d'âge, de se représenter alors qu'ils n'arrivent plus véritablement à diriger le pays. Nous savons que leur seul objectif à travers cet appel est de continuer de piller les caisses de l'État parce qu'ils disent eux-mêmes que le président est trop vieux, affaibli et totalement dépendant. Ils veulent continuer de faire des jeunes, des esclaves et mendiants et faire recoloniser notre pays. Ces gens ont tellement volé qu'il n'y a plus de route. Les accidents mortels se multiplient. Pas d'eau, pas d'électricité. La poubelle nous envahit, la maladie nous terrasse, faute de moyens pour nous soigner. La famine progresse. Les enseignants sont clochardisés, les écoles délabrées, l'éducation des enfants hypothéquée, la retraite des parents compromise, le chômage, la misère et la pauvreté nous frappent. Bref, nous sommes au bord de l'abîme. Voilà le Cameroun tel qu'il est et ils estiment que ce n'est pas assez. Ils veulent nous enterrer vivants. Mais notre survie dépend de notre capacité et de notre détermination à les dégager. Pourtant, Cabral Libby ne se contente pas d'accuser, il tend une main aux électeurs désillusionnés, leur promettant une alternative crédible. Son discours, bien que moins frontal, capture une autre part de la population, celle qui aspire à un changement mesuré, loin des confrontations brutales et des promesses spectaculaires. Voici quelques mesures phares de notre ambitieux programme pour le décollage de notre pays et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, si vous me faites confiance, à l'issue de l'élection présidentielle de 2025. Des choses simples. Nous allons doter chaque commune d'un camion 4x4 à haute suspension. Son travail sera d'aider nos agriculteurs à transporter leurs produits vivriers des champs jusque dans les marchés. Nous allons installer 60 unités de production de farine à base de patates, igname et manioc la première année et le double l'année suivante dans les principaux bassins de production pour que la transformation devienne une obsession. Nous allons donner à chaque mairie 2 milliards de francs CFA pour accélérer le développement local
c'est la décentralisation. Cette dotation sera gérée sous le contrôle des populations qui seront associées au choix des investissements ou travaux à réaliser, à la sélection des prestataires, au contrôle des prix des prestations pour éliminer la corruption des ordonnateurs et l'arnaque des prestataires. Tout va se faire dans la transparence et dans l'intérêt des populations. Nous allons donner un chèque solidarité d'au moins 10 000 francs à chaque élève du primaire. Ils pourront payer leur scolarité ou acheter exclusivement des biens ou services locaux ou directement liés à leur formation. Nous allons donner un chèque études de 25 000 francs à tous les élèves et aux étudiants du public et du privé pour les aider à payer leurs droits universitaires et leur écolage. Le développement de l'école inclusive sera notre priorité et les enfants en situation de handicap auront droit à une réduction de 50 à 100% des charges scolaires. Nous allons améliorer la formation des professionnels de santé et payer une bourse mensuelle aux étudiants des facultés de médecine et soins infirmiers dès la 4e année. Un lycée technique et professionnel sera créé et équipé dans chaque département et proposera en plus des filières agricoles et pastorales. Ainsi, dès la classe de 6e, on formera dans les principaux métiers techniques et artistiques. Nous aurons ainsi à court terme une main-d'œuvre importante et qualifiée pour développer le Made in Cameroun. Chaque année, les 10 000 meilleurs élèves et étudiants recevront une bourse d'au moins 50 000 francs CFA. Le député de la nation se veut rassembleur, dénonçant l'écart abyssal entre les élites et le peuple sans sombrer dans l'invective. Son ton, teinté de pragmatisme, lui permet de poser les bases d'une alternative solide, capable de séduire ceux qui n'osent plus espérer. On l'écoute une fois de plus. Nous allons affecter prioritairement les fonds récupérés dans les procès Glencore, Bourbon, Covid, routes et autres complexes sportifs estimés à 1800 milliards au paiement des arriérés et salaires des enseignants et personnels de santé. Le fonds spécial de développement des industries créatives et culturelles sera de 5 milliards de francs CFA. À côté de ce fonds, nous allons construire dans chaque arrondissement un complexe omnisport et culturel en matériaux locaux. Les infrastructures sportives et culturelles seront valorisées pour permettre à toutes les disciplines de produire des talents. Le tourisme fera corps avec les arts pour attirer les étrangers. Le Festival national des arts et de la culture et le comice agro-pastoral se tiendront en alternance tous les 2 ans. Nous allons transformer la Sodécoton et la SICAM pour en faire un géant de l'industrie textile et assurer la transformation locale de notre coton qui est parmi les meilleurs du monde. Cette industrialisation du secteur du coton permettra de mieux payer les cotonculteurs. Nous avons déjà étudié l'ouverture des filières textiles dans le secondaire et le supérieur. Le Brésil se propose de nous accompagner dans l'industrie du coton, du textile et de la mode qui va former et employer au moins 500 000 Camerounais. D'autres pays nous ont fait des propositions dans divers domaines et nous allons optimiser et diversifier la coopération internationale. Paul Biya, figure emblématique du Cameroun depuis plus de 4 décennies, s'accroche à une vision qu'il qualifie de prudente et pragmatique. Pour lui, l'avenir repose sur la continuité des projets entamés sous son règne. Dans son discours, il martèle que la stabilité nationale est la condition sine qua non pour tout développement durable. Il insiste sur les infrastructures comme des piliers fondamentaux, citant les routes, les barrages et les ports qu'il présente comme les symboles d'un Cameroun qui avance malgré les défis. Paul Biya voit dans ces réalisations des garanties des prospérités futures, une promesse d'émergence économique qui, selon lui, nécessite de la patience et de la résilience. Paul Biya. Mes chers compatriotes, la consolidation de la croissance économique de notre pays est désormais une réalité. Le Cameroun est régulièrement apprécié par les instances financières compétentes pour sa résilience, malgré un contexte international particulièrement difficile. En effet, nous n'avons pas été épargnés ces dernières années par une série de chocs exogènes. La guerre en Europe de l'Est, les conflits au Proche-Orient,
la morosité du marché des capitaux et des matières premières, les perturbations climatiques, les tensions inflationnistes et les fluctuations des cours du pétrole ont ralenti nos perspectives de croissance. Mais, en dépit de cet environnement difficile, l'économie camerounaise a enregistré un regain d'activité, avec un taux de croissance estimé à 3,8% en 2024 et projeté à 4,1% en 2025. Les mesures prises pour limiter les comportements spéculatifs et accroître l'offre des produits de première nécessité ont contribué à réduire l'inflation de 7,4% en 2023 à 5% cette année. La maîtrise de l'inflation devrait se poursuivre en 2025 pour se situer à 4%. Cependant, son discours évite soigneusement les sujets brûlants. Il préfère se concentrer sur des messages fédérateurs appelant à la paix et à l'unité tout en esquivant la question de la transition politique. À 92 ans, son silence sur son rôle futur laisse planer des interrogations. Se prépare-t-il à un retrait stratégique ou espère-t-il encore incarner l'avenir? Sa vision, bien qu'empreinte d'une certaine sagesse historique, semble parfois déconnectée des réalités d'un Cameroun en quête de renouveau. Pour ses partisans, elle incarne la prudence. Pour les opposants, elle reflète un immobilisme qui pourrait coûter cher à la nation. Le gouvernement a par ailleurs poursuivi les efforts de redressement et de transformation structurelle de notre économie à travers l'opérationnalisation progressive des zones économiques. Plusieurs initiatives ont été engagées dans ce sens, à l'instar de la zone industrielle intégrée du port autonome de Kribi. Celle-ci est dédiée à la transformation des matières premières telles que le cacao, le café et les verres. S'agissant du cas spécifique du cacao, la politique de promotion de l'excellence qualitative mise en œuvre ces dernières années a abouti à des niveaux de prix exceptionnels au profit des producteurs. De même, deux zones économiques spécialisées dans la transformation du bois sont en cours de démarrage à Edea et à Bertois. Il y en a également du technopôle agro-industriel de Ouassaba-Bouté par un Cotin, qui sera consacré à la production et à la transformation des céréales, des tubercules, du lait et de ses dérivés. Chaque jour qui passe, l'industrialisation de notre pays devient une réalité. L'ouverture dans la localité de Bipaga à Kribi de la plus grande usine de production de carreaux en Afrique centrale en constitue une preuve supplémentaire, avec à la clé la création de plus de 2500 emplois directs. Maurice Kamto, figure centrale de l'opposition camerounaise, projette une vision audacieuse et révolutionnaire pour l'avenir. Dans son discours, il ne mâche pas ses mots. Il s'agit de rompre avec l'ordre établi et d'initier une transformation profonde des institutions. Sa vision repose sur 3 piliers majeurs: la justice, la transparence et une gouvernance réellement démocratique. Maurice Kamto appelle à une refonte complète des institutions, prônant une décentralisation qui donnerait plus de pouvoir aux collectivités locales. Il veut un État où chaque citoyen se sent représenté, un système qui fonctionne pour tous et non pour une élite privilégiée. Maurice Kamto.
Le scrutin présidentiel à venir opposera deux conceptions du Cameroun. D'une part, une conception passéiste et tribaliste d'un pays figé dans l'inertie, fondé sur l'arbitraire et l'exercice de la terreur contre les citoyens, gangréné par la corruption, héritière du pouvoir colonial et de ses pratiques, et au service d'une nébuleuse néocoloniale effrayée par la modernité autant que par la diaspora camerounaise, dépourvue d'empathie et de compassion vis-à-vis des populations les plus vulnérables ou sinistrées comme à Izeka, au mont Bankolo, dans les inondations de l'extrême nord, à Ngouaché ou à la falaise de Tchan, pour ne citer que quelques exemples récents. En tous ces lieux de douleur et de larmes, les populations espéraient en vain la présence d'un président indifférent et irrémédiablement absent. D'autre part, une conception d'un Cameroun moderne, humaniste, compassionnel et solidaire, à l'écoute du pays profond, y compris de sa diaspora et de ceux qui en sont venus à une révolte violente, profondément attachée à l'état de droit et à la justice, ouverte à l'indispensable réforme de l'État pour mieux répondre aux aspirations de toutes les composantes de la nation et portée par l'attention à la nécessité de s'enraciner dans nos cultures, de maîtriser les savoirs scientifiques et technologiques, de réaliser un progrès collectif partagé et attaché à la défense de la souveraineté de notre pays et de notre intérêt national, à la construction d'une Afrique unie, digne, respectée parce que puissante et maîtresse de son destin. L'économie occupe également une place centrale dans son projet. Kanto propose une relance économique ambitieuse articulée autour de la modernisation du secteur agricole, de l'encouragement de l'entrepreneuriat des jeunes et de la création d'emplois massifs. Il s'attaque directement à l'injustice sociale et aux inégalités, soulignant que le développement ne peut être réel que si les fruits de la croissance sont équitablement repartis. Sur la crise anglophone, il prend une position ferme. Un dialogue inclusif et sincère est selon lui la seule solution viable. Il promet de reconnaître la spécificité culturelle et politique des régions concernées en appelant à une véritable réconciliation nationale. Maurice Kanto. La mauvaise gestion des finances publiques et des ressources du pays a conduit à une fuite dans un endettement que certains prétendus analystes qualifient de modéré, voire faible, alors qu'il s'agit d'une dette essentiellement toxique, car notre pays est rendu à un point où il doit recourir à de nouveaux emprunts pour régler les anciens. Cela est très frappant lorsque l'on considère la zone franc dans son ensemble. Le Cameroun y apparaît comme le pays le plus endetté auprès de la Chine et de la France, devant des pays qui, a priori, se classent devant lui en matière de dette sur la scène continentale. Nous ne pouvons ralentir le rythme de notre endettement qu'en nous mettant résolument au travail et en imposant aux structures publiques un niveau de dépenses à la mesure des moyens du pays. C'est pourquoi nous nous engageons notamment à réduire drastiquement le train de vie de l'État, à accroître substantiellement la production dans tous les secteurs de l'activité économique nationale et à accélérer l'industrialisation du pays afin de devenir une économie fortement exportatrice et de redresser la balance commerciale, à instaurer la bonne gouvernance en étant intraitable sur la corruption et les détournements des fonds publics, à l'amélioration significative du pouvoir d'achat afin de booster la consommation et stimuler en même temps la production locale, source de croissance économique.
Le ton du leader du MRC est celui d'un réformateur déterminé. Il se positionne comme l'homme du changement, celui qui peut briser les chaînes du passé pour bâtir un Cameroun nouveau. Sa vision est claire et séduisante pour ceux-là qui aspirent à une transformation radicale. Mais elle repose sur une hypothèse risquée, que le pays soit prêt à affronter les turbulences qu'une rupture aussi profonde pourrait engendrer. Nous nous engageons à ramener le prix du litre de super autour de 480 francs CFA à prix constant sur le marché international dès que nous serons en capacité de gérer les affaires du pays. Le surplus prélevé sur le prix de revient par litre permettra de réaliser dans les plus brefs délais une raffinerie de dernière génération dont la mise en marche permettra de baisser davantage les prix pour les situer dans la moyenne des prix de production des pays transformateurs de pétrole. Cabral Liby, plus jeune des trois leaders, incarne l'espoir d'un renouveau pacifique et pragmatique. Sa vision est tournée vers l'avenir avec la jeunesse comme pilier central. Dans son discours, il fait l'écho des préoccupations des millions de jeunes Camerounais qui se sentent exclus du système. Cabral Liby promet une autonomisation de cette jeunesse par des politiques publiques innovantes axées sur l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat. Il appelle à une révolution dans le système éducatif qu'il considère comme la clé pour libérer le potentiel du pays. Cabral Liby. Le bois est un autre secteur auquel nous accorderons une attention particulière. Pendant plus de 20 ans, ce gouvernement a trompé les Camerounais en disant qu'il stoppait l'exportation des billes de bois. Mais avec la bénédiction et la complicité d'ailleurs du ministère des Forêts, nos dirigeants et leurs enfants n'ont fait que piller nos forêts et s'enrichir de manière insolente. La Sofibel et Camplacage, SFID et quelques autres recevront du gouvernement les facilités et crédits suffisants pour la transformation locale du bois et continuer de faire vivre des milliers de Camerounais abandonnés à Bellabo, Dimako, Mbalmayo ou Mbang. Cette transformation locale de notre bois va générer 35 000 emplois bien rémunérés. 30 lycées techniques et 4 universités formeront dans les métiers de la filière bois. Toutes les commandes de mobilier des administrations et services publics et des sociétés d'État seront réservées exclusivement aux fabricants locaux. Et au moins 35% de la commande publique sera réservée aux produits Made in Cameroun. Nous allons renforcer les capacités de la Société nationale des mines, Sonamine, pour une plus grande participation dans les projets miniers, la garantie d'un transfert de technologie, un contrôle plus grand dans la recherche de l'or et l'exclusivité de l'achat de la production artisanale et industrielle nationale. Le pillage et l'exploitation sauvage de l'or, des minerais, par des individus sans foi ni loi sera stoppé. Nous pourrons alors multiplier par 10 au moins notre production d'or et améliorer les conditions de vie des orpailleurs. Sa vision dépasse la simple mobilisation de la jeunesse. Le président du PCRN prône une modernisation des institutions où la transparence et la participation citoyenne sont au cœur des décisions politiques. Il envisage un Cameroun où les jeunes et les femmes ne sont pas seulement spectateurs, mais acteurs majeurs des politiques publiques. Pour lui, le développement durable est également un impératif. Il met en avant des projets ambitieux basés sur les énergies renouvelables et la valorisation des ressources naturelles tout en insistant sur la nécessité de préserver l'environnement pour les générations futures. Nous renforcerons les mesures de transparence dans la gestion de la SNH. La Sonara, pour laquelle le gouvernement prélève à nouveau depuis 1 an une taxe spéciale pour sa reconstruction et dont l'argent collecté jusqu'ici n'est visible nulle part, sera reconstruite à 400 milliards. Le raffinage au Cameroun de notre pétrole va permettre de baisser le prix du carburant à la pompe et donc d'augmenter le pouvoir d'achat, de réaliser d'importantes recettes et commencer à rééquilibrer notre balance commerciale. En attendant, nous allons négocier le raffinage de notre brut dans les pays voisins. Les chercheurs et artisans dont les travaux permettent d'améliorer les conditions de vie des populations recevront un accompagnement de l'État pour rendre accessibles leurs inventions et créations. Les violences faites aux femmes et aux enfants seront punies de la peine maximale. La police et les services sociaux seront spécialement équipés et dotés
à cet effet. Au plan administratif, nous allons créer de nouvelles régions communautaires en fédérant justement nos différentes communautés. Ainsi pourront apparaître les régions du Noun, du Mbam, de la Grande Sanaga, du Kani et d'Anaï, ainsi de suite. Elles seront autonomes et l'administration sera plus efficace et beaucoup plus proche des administrés. Nous allons donner suffisamment de moyens aux préfets de région, aux sous-préfets, pour mener à bien leurs missions administratives. Il en sera de même pour les douanes et les impôts pour un service de qualité débarrassé de corruption. Nous allons moderniser et renforcer l'équipement de la police et de l'armée, affiner la formation des personnels pour prendre en compte les nouvelles menaces et l'évolution technologique. Le style de Cabral Libye est plus modéré que celui de Maurice Kamto, mais il est tout aussi déterminé. Il évite les critiques acerbes et se concentre sur des solutions concrètes, cherchant à séduire un électorat plus large. Sa vision est celle d'une transition douce mais résolue qui combine modernité et inclusivité. Toutefois, il lui reste un défi de taille, se démarquer suffisamment dans une arène politique dominée par la polarisation et les grandes figures historiques. Nous mesurons les sacrifices que nos policiers, gendarmes et militaires consentent pour assurer sans faille leur mission dans ce contexte difficile. Et nous nous inclinons d'ailleurs devant la mémoire de ceux morts en service pour défendre la patrie. Leurs enfants, pupilles de la nation, bénéficieront d'une scolarité gratuite et d'un accompagnement personnalisé. Ces nombreuses mesures appellent à une amélioration générale du fonctionnement de nos administrations. Les détournements massifs et échecs des projets SIGIPES devenus par des bavardages et agitations inutiles aigles seront sanctionnés et corrigés. Leurs auteurs rendront gorge, comme ceux qui ont détourné les fonds destinés à la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous allons créer une inspection générale de l'administration et une inspection générale des finances publiques. Nous allons dissoudre l'École nationale d'administration et de magistrature, l'Institut supérieur de management public et le programme supérieur de formation en finances publiques. En lieu et place, nous allons créer l'École nationale d'administration et de management public, l'École nationale d'économie et des finances, l'École nationale de la magistrature, des greffes et des professions judiciaires. Chacune de ces écoles aura à terme des instituts régionaux. Nous marcherons main dans la main avec nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et résoudrons par le dialogue franc et sincère les malentendus qui pourraient persister. Ces trois visions dessinent des trajectoires radicalement différentes pour le Cameroun. La stabilité prudente de Biya, la rupture ambitieuse de Kamto et le renouveau pragmatique de Libye reflètent autant les aspirations que les fractures d'un pays en quête de direction. Alors que 2025 approche, la question est simple mais cruciale. Quel rêve le Cameroun choisira-t-il de poursuivre? Mes chers compatriotes, depuis mon accession à la magistrature suprême, l'amélioration des conditions de vie des Camerounaises et des Camerounais n'a jamais cessé d'être au centre de mes préoccupations. Sous mon impulsion, des efforts significatifs ont été consentis par les pouvoirs publics afin de garantir à nos populations un accès satisfaisant aux services sociaux de base. La forte poussée démographique que connaît notre pays a certes pu relativiser l'impact de ces efforts en raison d'une demande de plus en plus croissante. C'est pourquoi le gouvernement n'a cessé, sous mon autorité, d'accorder une attention particulière à la réalisation de projets qui contribuent à rendre meilleur le quotidien de chaque citoyen. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année 2025 est, faut-il le rappeler, une année électorale décisive pour notre pays. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance,
c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. Mes chers compatriotes, nous avons de nombreuses propositions dans la forme de l'État, la justice, la santé, l'éducation, la formation, le sport, la culture et bien d'autres secteurs qui vont rapidement améliorer notre quotidien. Ils sont contenus dans l'ouvrage programme intitulé « Ce que j'ai vu ». C'est notre manifeste de la rupture et du progrès. Nous vous les présenterons d'ailleurs en détail dans les prochaines semaines de façon itinérante, même si le ministre de l'administration territoriale a instruit les sous-préfets, le DGSN et le CED d'interdire toute activité du PCRN. Le Cameroun, à l'aube de 2025, se tient sur le fil du rasoir où chaque mot, chaque silence et chaque promesse agit comme une étincelle sur un baril de poudre politique. Les discours de Paul Biya, Maurice Kamto et Cabral Libby ne sont pas des simples exercices oratoires. Ce sont des armes affûtées, taillées pour pénétrer les esprits, réveiller les colères ou raviver les espoirs. Paul Biya, avec la gravité d'un vieux sage, brandit l'étendard de la stabilité, un sanctuaire qu'il veut protéger à tout prix. Kamto, tel un gladiateur, frappe avec précision, dénonçant les plaies du régime actuel et promettant la lumière après l'obscurité. Cabral Libby, lui, agit en stratège rassembleur, tissant patiemment un récit d'union et d'aspiration partagée. 3 récits, 3 combats, mais une seule arène, celle d'un électorat fatigué, méfiant, mais toujours avide de renouveau. Mes chers compatriotes, l'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Ils devront veiller à ce que le calme règne avant, pendant et après les élections. L'élection présidentielle de 2025 n'est pas juste un scrutin comme ceux qui l'ont précédé. C'est une élection cruciale dans la vie et l'histoire de notre pays qui permettra de le relancer ou de le laisser poursuivre sa dérive dans les décennies à venir. C'est pourquoi j'en appelle à notre sursaut collectif face au candidat du pouvoir, qui qu'il soit, car le candidat du RDPC bénéficiera, comme d'habitude, des financements illimités de l'État, des grandes entreprises, des femmes et hommes d'affaires les plus riches du pays, voire du discret soutien de certains pays étrangers. Nous assistons au recul des libertés publiques, persécution et musellement des partis politiques qui incarnent l'espoir, harcèlement des organisations de la société civile, violence et emprisonnement arbitraire des avocats. Ils veulent tout désacraliser. Surtout les corporations protégées, gardiennes du temple de nos libertés publiques et individuelles. Comble de la décadence, ils annoncent qu'ils vont s'abattre sur les églises et les fermer. Ils trouveront Dieu au milieu de son peuple sur leur chemin. Ce sont les signes avant-coureurs de la fin de ce système à bout de souffle. À mesure que l'échéance électorale se rapproche, la tension s'épaissit comme un orage lourd au-dessus des savanes et des villes. Dans ce climat de fébrilité, les Camerounais scrutent chaque déclaration, chaque posture, cherchant dans le tumulte une boussole pour guider leur choix. Les discours de fin d'année se transforment en duels symboliques. Biya appelle à la prudence et au respect des acquis. Kamto galvanise les foules avec des appels à la justice et au changement, tandis que Libby déploie un discours empreint d'espoir et de pragmatisme. Mais derrière les mots se cache un jeu d'échecs incroyable et impitoyable où les candidats calculent chaque mouvement, conscients que le moindre faux pas peut sceller leur sort. Je suis bien conscient
que certains de nos compatriotes continuent d'éprouver des difficultés pour s'inscrire sur les listes électorales en raison du défaut de carte nationale d'identité. Nombre d'entre eux se trouvent également de leur propre fait en situation de double identité. J'ai ordonné les mesures nécessaires pour faire face à cette situation qui devrait être rapidement réglée. En ce qui concerne le comportement de l'ECAM et de certains acteurs techniques du processus électoral, je constate que l'ECAM a toujours du mal à appréhender son rôle d'origine, c'est-à-dire d'organe neutre, garant d'élections libres, transparentes et apaisées au Cameroun. Et l'ECAM doit se souvenir de l'histoire électorale dans notre pays et surtout pourquoi et comment on en est venu à sa création. Avec notre manifeste, un autre Cameroun est possible. Un Cameroun meilleur qui protège et libère les énergies. Je profite de cette occasion pour lancer l'initiative La foi et la voix, qui est de demander aux prêtres, pasteurs et imams et à tous les autres leaders religieux de toutes les confessions de contribuer à garantir la transparence et la crédibilité des élections. Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Vous avez la crainte de Dieu. Vous prêchez la vérité. Et pour le respect qu'on a pour une grande majorité d'entre vous, vous pouvez et vous devez jouer un rôle important dans la promotion de la paix, de la justice et de la démocratie dans notre pays à l'occasion de l'élection présidentielle de 2025. L'électorat camerounais, quant à lui, est le théâtre de toutes les batailles. Le doute contre l'espoir, l'attachement au passé contre le désir de l'inconnu, la colère contre la patience. C'est une nation suspendue dans un moment d'histoire où chaque citoyen porte sur ses épaules une part du destin collectif. Le suspense est à son comble et la scène politique est un volcan prêt à entrer en éruption. Qui des trois leaders parviendra à conquérir le cœur des Camerounais, à transformer leur crainte en confiance et leur attente en engagement? La réponse reste incertaine, mais une chose est sûre, cette élection marquera un tournant pour le meilleur ou pour le pire dans l'histoire du Cameroun. Vous, responsables et éléments des forces de défense et de sécurité, et vous, autorités administratives à tous les niveaux, savez que notre pays entre dans une zone extrêmement sensible et volatile. La seule manière d'éviter une inflammation de notre pays, redoutée par tant d'observateurs, c'est de laisser les Camerounais s'exprimer librement dans les urnes et de respecter scrupuleusement leur choix. Vous devez vous assurer, chacun de vos corps en ce qui le concerne, que l'élection présidentielle aura lieu dans la transparence totale et dans la paix. Ce sera votre honneur, celui de l'ECAM et du Conseil constitutionnel et par conséquent de notre pays, que pour une première fois dans notre histoire, le prochain président de la République soit le véritable vainqueur dans les urnes et reçoive les félicitations de ses adversaires. Il est important que vous et les fidèles croyants les plus sérieux, que vous soyez les yeux des fidèles, les protecteurs du vote, du peuple de Dieu dans les bureaux de vote. Qui mieux que vous peut dire la vérité des urnes? C'est pourquoi nous suggérons que vous travaillez en collaboration avec Elections Cameroun, les partis politiques et les organisations de la société civile pour être les mandataires des candidats dans les bureaux de vote. Votre probité, votre crainte de Dieu sont une garantie d'un résultat transparent et sincère. Les calculs montrent que si chaque croyant, si chaque citoyen mendiant de changement fait un don de 500 francs au moins, il y aura de quoi financer votre participation comme mandataire des candidats et surtout assurer un contrôle efficace et éliminer au maximum la fraude lors du vote, du dépouillement et de la proclamation des résultats. Nous sollicitons également 50 000 enseignants. Chers éducateurs, vos qualités morales, votre courage et votre persévérance font de vous d'excellents mandataires des candidats dans les bureaux de vote. Votre implication sera une leçon inoubliable. Dans son discours, Paul Biya adopte un ton solennel, presque cérémoniel, propre à un chef d'État qui parle avec le poids de l'histoire. Les mots récurrents sont soigneusement choisis. Paix, unité, stabilité,
résilience. Mais derrière ces termes, une absence criante. Aucun mot sur la crise anglophone ou sur une transition politique qui semble pourtant inévitable. Ce ton, empreint de gravité, vise à calmer les ardeurs et à rappeler que la survie de la nation repose sur ses épaules. Pourtant, à l'approche de 2025, beaucoup se demandent si cette rhétorique n'est pas celle d'un leader de passé. Mais, chers compatriotes, permettez-moi de dire un mot sur le réseau routier. Je suis conscient du sentiment de frustration qui vous habite au regard de la dégradation de nos voiries urbaines et interurbaines. Cette situation, vous vous en doutez bien, a un impact réel sur les activités économiques et est très souvent à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Je puis vous assurer que l'état de notre réseau routier ne reflète pas les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour sa réhabilitation et son extension. Les contraintes en la matière sont connues. Au premier rang de celles-ci, la disponibilité des financements. La pluviométrie vient ensuite. Je n'oublie pas non plus les problèmes de gouvernance qui nécessitent assurément des mesures fermes et diligentes, et j'y veillerai. Pour faire face à cette situation, j'ai instruit la réorganisation du fonds routier dans le sens d'accroître sa capacité à mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des projets de construction, de réhabilitation et d'entretien des routes. Les insuffisances que je viens d'évoquer ne doivent cependant pas occulter les efforts méritoires que nous avons accomplis dans ce secteur, en dépit de nombreuses contraintes. Au cours de l'année qui s'achève, 446 km de routes ont été bitumées sur toute l'étendue du territoire national. En outre, près de 228 km de routes ont été réhabilités. Maurice Kamto, lui, ne fait aucune concession. Les mots frappent comme des coups de marteau. Rupture, justice, responsabilité, changement. Son ton est énergétique, parfois accusateur, mais toujours teinté d'espoir. Kamto parle comme un homme d'action, un réformateur prêt à défaire l'ancien ordre pour en bâtir un nouveau. Ces mots captivent les foules en colère et nourrissent l'espoir d'une alternance. Cependant, son style incisif polarise, il galvanise ses partisans mais risque d'effrayer les indécis. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un candidat, femme ou homme, avec le peuple. Je suis certes candidat du MRC et de l'Alliance politique pour le changement à l'élection présidentielle à venir, mais c'est vous, Camerounaises et Camerounais, électeurs de toutes les régions du pays, qui déciderait de qui sera votre prochain président de la République. Depuis mon entrée en politique, avec le lancement du MRC en 2012, vous avez été témoin des multiples campagnes de diabolisation contre ma personne, orchestrées tant ici même au Cameroun que dans les médias internationaux par le pouvoir en place. Malgré ces campagnes montées sur de grossiers mensonges, avec en toile de fond un tribalisme nauséabond, indigne d'un peuple camerounais par ailleurs admiré et respecté, personne, même pas le pouvoir qui détient tous les leviers pour enquêter sur les citoyens, ne vous a jamais produit la moindre preuve des multiples accusations portées contre moi. Je suis dans la vie publique depuis plusieurs années. La plupart d'entre vous me connaissent un temps soit peu. Chacun de vous a eu le temps de m'observer et de pouvoir se faire une opinion factuelle de mon attachement sincère aux Camerounais
de toutes les origines et de toutes les religions, ainsi que de mon engagement patriotique indéfectible pour notre cher pays. Jugez chaque personnalité publique par vous-même, sur la base de ses actes et non pas sur ce qu'on vous fait croire qu'elle est. C'est la seule façon d'échapper à la manipulation, la propagande, le mensonge et d'éviter les regrets après coup qui arrivent toujours trop tard. Cabral Libby opte pour un langage inclusif et inspirant. Jeunesse, avenir, opportunité, renouveau. Contrairement à Kamto, il n'attaque pas frontalement ses adversaires. Son ton est apaisant, presque rassembleur, cherchant à fédérer au-delà des clivages. Il parle directement aux jeunes, utilisant des anecdotes et des exemples concrets pour donner corps à ses idées. Ce style, bien que plus consensuel, risque parfois de manquer de l'intensité nécessaire pour faire face à un électorat fatigué des demi-mesures. Chers Camerounais, dès le 2 janvier 2025, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Le citoyen n'exerce son pouvoir de décision que lorsqu'il a sa carte d'électeur. Votre choix, c'est votre vote. Le jour J, allons voter et surveiller notre vote, afin d'éviter que ceux qui volent tout ne volent notre victoire historique qui va tout changer. Paul Biya capitalise sur son image de bâtisseur de la stabilité nationale. Sa stratégie repose sur une tactique vieille mais efficace, fait peur au changement. Les références au chaos potentiel d'une transition mal gérée sont subtiles, mais bien présentes. Il se positionne comme un garant de l'ordre face à l'inconnu, jouant sur la peur du vide politique. Mais cette stratégie qui a souvent fait ses preuves pourrait cette fois-ci manquer de souffle face à un électorat qui aspire à autre chose. Camerounaises, Camerounais, l'année 2025 qui commence s'annonce pleine de défis. Je ne doute pas un seul instant qu'en restant le peuple uni et soudé que nous avons toujours été, nous ne soyons en mesure de les relever. Oui, mes chers compatriotes, nous saurons ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités. Et nous continuerons ensemble notre marche déterminée vers le progrès dans la sécurité et la paix. Maurice Kamto tisse un récit de rupture totale. Son storytelling est celui d'un libérateur. Il dénonce avec vigueur, mais propose également une vision claire d'un Cameroun transformé. Son approche est méthodique. Chaque attaque est suivie d'une proposition concrète, renforçant son image d'homme de solution. Sa stratégie politique est simple, mais puissante. Mobiliser la colère et transformer le mécontentement en adhésion. Cependant, cette approche peut polariser et renforcer les résistances parmi ceux-là qui craignent les bouleversements. Je lance une fois de plus, comme je n'ai cessé de le faire solennellement, au moins depuis la convention du MRC de 2017, un appel en direction de mes compatriotes du RDPC, habités par le désir du changement et de sauvetage de notre pays. Je leur redis que mes bras leur restent largement ouverts. Ma conviction profonde est qu'on ne peut pas nourrir l'ambition de construire un pays en excluant du chantier national certaines de ses filles et de ses fils pour leurs choix politiques passés. Je sais qu'il y a dans les rangs du RDPC des femmes et des hommes de qualité qui, malheureusement, n'ont jamais pu exprimer la plénitude de leurs talents. J'aurais besoin d'eux pour sortir notre pays de la misère structurelle où il a été plongé, du fait des mauvais choix politiques faits au sommet de l'État depuis 42 ans. Cabral Libby, quant à lui, s'appuie sur un récit de réconciliation et d'innovation. Il y raconte l'histoire d'un Cameroun où les jeunes ne sont plus spectateurs, mais acteurs du changement. Son ton est rassembleur et ses idées pragmatiques visent à séduire un électorat plus large, les désillusionnés, les jeunes, mais aussi une partie des conservateurs qui cherchent encore une transition douce. Cependant, son défi est clair. Comment se démarquer dans une campagne où la polarisation
et l'intensité domine. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de m'adresser directement à vous. Mon ambition présidentielle ne m'empêche pas d'avoir un profond respect pour le père et le chef que vous êtes. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours refusé d'avoir un ton caustique à votre égard. Je pense, comme l'écrasante majorité des Camerounais, qu'il est temps, à 92 ans, d'aller vous reposer au village. Refusez d'être l'otage de vos proches, qui veulent continuer de vivre de la corruption et des détournements de deniers publics. Ils créent les conditions d'une fin incertaine. Notre rôle, c'est aussi de protéger le patriarche que vous êtes en vous accordant un traitement particulier. Agissez pour votre sortie honorable. C'est à vous de voir. La scène politique camerounaise s'apparente désormais à une arène où trois visions du pays s'affrontent avec intensité. Paul Biya, le patriarche, joue sur sa stature historique pour convaincre que l'avenir ne peut se construire sans la continuité qu'il incarne. Maurice Kamto, lui, apparaît comme le tribun du changement, brandissant l'étendard d'une rupture démocratique et d'une refondation totale. Enfin, Cabral Libby s'impose comme le visage du pragmatisme et de l'espoir d'une jeunesse en quête de solutions concrètes et durables. Chers compatriotes, mettons fin à un régime qui ne nous propose que des maquettes et dont les semblants de réalisation sont des échecs. Chers frères et sœurs, parce que je dénonce, parce que je vous défends, je suis devenu l'homme à abattre. Mais avec votre soutien et le travail, nous vaincrons. Ils ne pourront rien. Ils manipuleront certains jeunes, ils instrumentaliseront des hommes de médias pour détruire et ruiner les efforts et la montée en puissance des jeunes, pour décourager la grande majorité des Camerounais qui veulent le changement. Ils ont commencé d'ailleurs par dire que j'étais un pion du régime, puis que j'étais un vendu, et pour finir, que j'avais trahi la jeunesse. Ces génies du mal raconteront beaucoup d'autres mensonges, mais ils ne sont que des apprentis sorciers, comme dit l'autre. La réalité est qu'ils ont désormais peur. Ils ont perdu leur assurance. Ils espèrent le chaos pour s'en sortir. Nous les battons dans les urnes. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. J'ai pu vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Alors que 2025 pointe à l'horizon, ces discours marquent le début d'une campagne électorale qui s'annonce féroce et déterminante. Chaque mot prononcé, chaque promesse formulée résonne désormais dans un pays fatigué par les crises, mais habité par l'espoir d'un renouveau. Le Cameroun se retrouve à un carrefour historique. La stabilité est-elle un luxe à préserver à tout prix? Comme le martèle Paul Biya, la rupture radicale promise par Maurice Kamto est-elle le choc nécessaire pour réveiller une nation endormie? Ou bien faut-il miser sur une transition douce incarnée par le message rassembleur de Cabral Libby? Je m'engage dans le cadre d'une réconciliation nationale nourrie par notre histoire politique profonde, où nos grands héros nationalistes, dont Ruben Oumniobé, Roland Félix Moumié, Ernest Wandié, Abel Kingé, Castor Osende Afana, Ndetou Massa, Marthe Ekemeyon Moumié, pour n'en citer que quelques-uns, seront effectivement réhabilités et célébrés à la mesure de leur sacrifice pour notre nation, et où sera organisé le retour des restes du premier président de la République, Amadou Ahidjo, dans son pays natal. Avec nous, le combat de Douala Mangabel reprend. L'œuvre de Osende Afana, Félix Roland Moumié, Ernest Wandié et Ruben Oumniobé se poursuit. Le rêve de Foncha et Augustine Gomjoa va devenir réalité. Mais l'enjeu dépasse les simples lignes des discours. Il s'agit de capturer le cœur d'une population fracturée, de mobiliser des millions d'électeurs qui porteront ou non le poids de l'alternance. 2025 ne sera pas une élection ordinaire. Elle décidera de la direction d'un Cameroun à bout de souffle, mais toujours debout, prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. La bataille commence.
Les dés sont loin d'être jetés et ce sont les Camerounais qui, à travers leur choix, écriront le prochain chapitre d'un pays en pleine mutation. Bonne année 2025 à tous.